Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode du Courrier des lecteurs. Je suis Clément et je suis en live avec Johan. Johan, est-ce que tu peux te représenter rapidement pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas encore à travers le monde entier? Bonjour tout le monde, je suis Johan, je m'occupe du marketing pour Realty et je suis ravi de vous retrouver en live cette semaine avec Clément pour ce nouvel épisode du Courrier des lecteurs. Super, donc aujourd'hui on va traiter un nouveau sujet assez important puisqu'il s'agit de la CeFi, donc la Centralized Finance, avec ce magnifique accent anglais qui me caractérise, pour la finance centralisée. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, nous donner un peu ta définition de ce qu'est la CeFi, s'il te plaît? Oui, alors du coup, déjà, il faut la mettre en opposition avec la DeFi. Ce terme est né, les deux termes sont nés plus ou moins à l'été 2020. La DeFi pour Decentralized Finance, et du coup, qui est né vraiment sur la blockchain Ethereum. Et en parallèle, on a plus ou moins mis un nouveau terme en opposition, donc la CeFi. C'est principalement des organismes, des services. Alors, ça peut être des services tels que Binance ou Coinbase, qui vous proposent au sein de leurs services, qui proposent des options pour faire du savings, en fait, tout simplement. Après, les plus connus, on va reprendre, il y a du Celsius, du Nexo, du Swissborg, des choses comme ça. Mais c'est principalement ça, c'est principalement un service centralisé sur lequel vous pouvez déposer vos crypto-monnaies pour faire du savings et pour avoir un rendement annuel. Exactement, avec des rendements qui sont parfois, en fonction de la plateforme, parfois plus avantageux que certaines applications décentralisées, mais le fonctionnement est un peu différent. Quels pourraient être les avantages ou les inconvénients, je sais pas, d'après toi, en fonction de ce que tu utilises? Est-ce que tu utilises des plateformes centralisées, des applications centralisées, et est-ce que pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser ce genre d'outils et d'applications? Alors pour moi, oui, j'en utilise. Pour moi, l'avantage, c'est la facilité. On n'a pas besoin même si aujourd'hui dans la DeFi c'est de plus en plus simple, il y a quand même des actions déjà qui sont coûteuses si on reste que sur Ethereum, et il y a des actions qui en fait, c'est ça, c'est qu'il faut surtout se mettre à la place des utilisateurs, d'un utilisateur un peu novice. La DeFi, même si elle est plus simple que par le passé, ça reste, il faut faire plusieurs applications, des approbations, des choses comme ça. Aujourd'hui, sur la CeFi, on ouvre un compte et puis on envoie ses cryptos et c'est parti. Donc, dans ce sens-là, c'est évidemment beaucoup plus simple d'utilisation. Ça fonctionne ni plus ni moins comme on pourrait comparer ça à un compte en banque aujourd'hui, classique, type néobanque, type du Revolut ou du N26. Donc voilà, donc évidemment la facilité d'utilisation. Les rendements sont dans certains cas équivalents, voire supérieurs à ce qu'on trouve dans la DeFi à token équivalent. Donc ça dépend évidemment, on parle pas de farming, on parle vraiment de stacking et de savings du coup. Donc voilà, ou après oui, c'est plus simple. Après le côté du coup négatif, c'est centralisé. Donc il faut savoir que si on va dessus à tout moment, comme les portes peuvent se fermer. Exactement. Premier principe de la blockchain, not your keys, not your coins. On en revient à ça, on en revient à l'idée si la plateforme s'en va, ils s'en vont avec tout votre argent et vous perdez tout. Donc après, les probabilités, ça existe aujourd'hui, je sais pas, je m'aventurerai pas vraiment dessus, mais aujourd'hui, tout est quand même plus contrôlé, régulé. La plupart de ces plateformes CeFi ont des assurances, alors qui certes ne couvrent pas l'ensemble des fonds qui sont dessus, mais pour certaines grosses parties, voire quasi la majorité. Donc voilà, ça a quand même évolué par rapport à quelques années. Mais voilà, ça reste vraiment quelque chose à garder en tête. Si vous mettez vos cryptos en dehors de chez vous, la personne peut partir avec. Tout à fait, mais je pense que c'est plutôt pour les nouveaux entrants, pour vraiment les personnes qui découvrent l'univers, le secteur des crypto-monnaies et qui cherchent un rendement intéressant sans trop prendre de risques et sans rentrer dans quelque chose de trop exotique ou qui peut avoir l'air un peu scammy à première vue.
les applications centralisées comme Celsius, Swissborg, BlockFi, Nexo, etc. Je pense que c'est véritablement d'excellentes portes d'entrée pour les débutants, parce que effectivement, il y a une expérience utilisateur et une interface qui est hyper simplifiée. Il suffit juste de soit alimenter par carte de crédit, virement bancaire ou directement en crypto-monnaie, et puis entre guillemets, l'argent rentre tout seul sur le compte, quoi, comme un livret classique. Donc effectivement, ça c'est je pense un gros avantage pour permettre de faire venir des nouveaux entrants. Après, effectivement, comme tu disais, l'inconvénient c'est que si demain, c'est un peu comme une banque, si demain ils font faillite avec l'argent de tous les épargnants, quoi. Donc c'est assez complexe dans ce sens-là. Et puis même si jamais l'entreprise de prime abord qui a l'air toute belle, toute reluisante, est en fait une escroquerie, un Ponzi caché, etc., déguisé, pareil, ils partent avec la caisse. Donc quelque part, c'est un peu voilà la problématique qui peut y avoir derrière. Mais encore une fois, je pense que il y a toujours une part pour tout investissement, il y a une part de risque à prendre. Et au même titre que la finance décentralisée, avoir entre guillemets 50% dans l'un, 50% dans l'autre, ou après choisir en fonction de soi-même et de ses exigences, savoir si on préfère être un peu plus décentralisé, un peu plus centralisé, etc. Il y a du bon à prendre dans les deux. Complètement. Non, je pense que pour juste rebondir sur ce que tu viens de dire, de toute façon, ces plateformes vont aider à l'adoption générale et massive. On a besoin de ce type de plateforme pour, moi, quand j'explique à des amis qui sont pas spécialement dans la crypto, mais qui, si je leur parle de 10% d'intérêt par an, évidemment, ils sont un peu curieux et se disent que mettre 100, $200 sans aller beaucoup plus loin, mais pour essayer, c'est quand même quelque chose qui va aider, et c'est beaucoup plus simple que de leur expliquer de la DeFi, comment ça fonctionne, comment aller dessus, les risques encourus, les choses comme ça. Donc évidemment, moi je trouve que c'est positif en ce sens. Maintenant, oui, très bon parallèle, je le fais jamais, j'y pense pas, mais c'est évidemment comme une banque, en effet. On l'a vu avec certaines banques, la crise de 2008 qui se sont cassées la gueule. Alors moi j'habite au Portugal, ici c'est très marqué et très présent. Donc oui, évidemment, dans tous les cas, votre argent dans une banque n'est pas spécialement safe. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir un mouvement de panique. Il faut juste garder ça en tête et peut-être rester quand même aux aguets de ce qui se passe sur l'argent qu'on a mis sur ces organismes CeFi, voilà, tout simplement. Exactement. Alors après, il peut toujours y avoir des garde-fous, mais la crypto, ça reste quand même un secteur relativement nouveau, naissant, même si entre guillemets, avec l'arrivée du Bitcoin, ça a une dizaine d'années, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'adoption, c'est quand même assez marginal, c'est assez récent. Il y a des garde-fous, certaines. Alors après, je sais pas si c'est pour on va pas trop aborder cette partie-là, mais après, en fonction des entreprises, par exemple, Celsius, eux, si je dis pas de bêtises, ils sont domiciliés en Angleterre. Donc c'est une entreprise qui opère aux États-Unis, mais domiciliée à Londres. Swissborg est une entreprise suisse, comme son nom l'indique. Oui. Donc ça reste des boîtes européennes, et on sait quand même que en matière de finance, d'économie, etc., les autorités sont quand même assez regardantes et s'intéressent quand même à ce que font les boîtes. J'habite pas aux États-Unis, mais quand on voit ce qui a pu se produire avec la crise de 2008, on se dit que c'est un peu plus le wild, et potentiellement, si on a ses sous dans une entreprise américaine et que demain elle fait faillite, on sait que on verra clairement jamais la couleur de son argent. Donc c'est ce genre de choses qui me font penser que ce sont des entreprises qui sont, c'est pas forcément plus sérieuses, mais en tout cas je me dis qu'en termes de normes, etc. En Europe, il y a quand même des garde-fous sur ce genre de choses. Voilà. Oui, et puis après, on revient, c'est pas du tout un conseil en investissement, mais on revient sur un principe quand même essentiel, peu importe le type d'investissement, c'est la diversification. Donc, exactement, tout à fait. Moi, je pense, comme tu l'as précisé tout à l'heure, sur 100% de son capital, en tout cas de la partie de son capital qu'on a envie de mettre
en DeFi ou voilà, non, même pas, peu importe, mais D'accord. qu'on a envie de mettre en savings, admettons 100% de son capital crypto, je veux dire, peut-être que c'est bien en effet de faire 50 DeFi peut-être pour dans certains projets de meilleure performance, ou juste être décentralisé, 50% en CeFi pour avoir un côté plus facile d'accès et choses comme ça. Et même après, au sein de ces projets, c'est peut-être bien d'avoir, si on est 50% sur la DeFi, peut-être 10% sur 5 projets CeFi différents, parce que on lisse complètement le risque. Les rendements sont à peu près les mêmes sur chacun des projets CeFi existants aujourd'hui, à part Swissborg qui est un peu plus haut. Mais globalement, voilà, ça peut être aussi une manière de se protéger. Les 5 ne vont pas faire faillite en même temps, les 5 ne vont pas se barrer au même moment. Donc au pire des cas, même si c'est pas souhaitable, on a perdu que 10% sur les potentiels 50 qu'on aurait mis. Si on choisit de mettre que sur Celsius et que Celsius se barre, c'est plus pertinent de faire Celsius, Nexo, Swissborg, autre, peu importe. Et puis voilà, encore une fois, c'est absolument pas un conseil en investissement, c'est juste une idée ou une façon peut-être de se protéger en diversifiant comme ça aussi. Voilà. Exactement. Alors, il y a aussi des éléments qu'il faut prendre en compte. Par exemple, pour pouvoir utiliser des applications centralisées, il y a un certain nombre de règles à respecter, notamment toutes ces entreprises qui sont justement visées par les différents gouvernements dans lesquels elles opèrent sont obligées de se conformer à justement à se conformer à une norme qui est à savoir le fait d'obliger leurs clients à déposer ce qu'on appelle un KYC, donc un Know Your Customer, donc tout un tas d'informations assez personnelles, au même titre que quand vous ouvrez un compte bancaire dans une banque, vous ne pouvez pas l'ouvrir en claquant des doigts. Donc on va vous demander parfois carte d'identité, relevé bancaire si vous avez déjà une banque, est-ce que une fiche d'imposition, etc. Enfin tout un tas de documents qui vont permettre à ces entreprises de justifier le fait que vous n'êtes pas là pour faire du blanchiment d'argent et de se prémunir en cas de problèmes d'ordre illégaux venant de vos comptes bancaires, enfin en tout cas de vos comptes crypto. Ce qui n'est pas le cas dans la DeFi, puisque comme c'est quelque chose de totalement décentralisé, vous faites ce que vous voulez avec vos crypto-monnaies, comme vous le voulez et quand vous le voulez, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la CeFi. Complètement. Alors, ce qui pourrait tendre à changer sur la DeFi, je fais juste une micro-digression et parenthèse. J'écoutais hier une interview d'un des 2 fondateurs du cabinet d'avocats Orwell et qui expliquait que potentiellement les États se posent des questions sur comment suivre toutes les transactions qui passent sur Uniswap, par exemple, et comment essayer de contrôler du coup ce qui se passe dessus. Alors, il n'y aura pas de KYC, mais le message sous-entendu, il est de dire, par exemple, sur Uniswap, on connaît les équipes qui sont derrière et on peut potentiellement obliger ces équipes à dévoiler l'ensemble des transactions qui passent dessus. Donc, dans quelques années, malheureusement, les gouvernements, ils vont quand même tenter d'aller connaître ce qui se passe sur la DeFi, comme ça. Donc, c'est vraiment une discussion, c'est pas pour tout de suite, mais c'est quand même à garder en tête. Nos chers gouvernements n'ont pas spécialement l'envie que tout le monde parte sur la DeFi et de plus contrôler. Donc voilà, pour l'instant c'est le cas, à voir dans les années à venir et voilà. C'est certain. Après le KYC en tant que tel n'est pas, il y a plein de projets aujourd'hui où même pour onboarder et rentrer dans la crypto, il faut faire un KYC. Moi je préfère la décentralisation, mais je suis pas contre faire un KYC non plus, je suis pas complètement à côté à ce niveau-là. La réalité c'est que par contre il y a certains projets qui demandent des preuves de revenus, des preuves des choses comme ça, quand on veut sortir notre argent. Donc ça, c'est quand même bon à savoir parce que des fois, si c'est sur une grosse plus-value qu'on a faite en crypto, c'est compliqué de justifier ça auprès d'un organisme ou choses comme ça. Donc c'est quand même des choses dans la CeFi, ça c'est pas récurrent, mais j'ai déjà lu et vu des personnes qui se sont retrouvées confrontées à ce genre de questions au moment de vouloir sortir son argent. Donc on en revient au fait que notre argent, on a l'impression qu'il n'est pas réellement à nous, quoi. C'est ça. Et surtout, il y a aussi toujours dans cette même logique, c'est que ces entreprises ont du coup parfaitement le droit et surtout sont sollicitées par les différents États pour transmettre justement des informations de leurs clients à leurs différents services financiers, justement pour savoir
je sais pas, en France par exemple, qui a des comptes chez Celsius, chez je sais pas, chez Swissborg, chez machin, etc. Donc ça veut dire qu'en plus l'État sait que vous possédez des cryptos. Alors ils ne savent pas quelle quantité vous détenez sur votre compte, mais en tout cas, ils savent que vous êtes détenteur de crypto-monnaies. Donc déjà, c'est encore plus difficile de passer sous le radar et donc de se dire, on va pouvoir essayer pas de frauder, mais de gagner de l'argent discrètement, etc. Ça devient de plus en plus compliqué avec justement des organismes centralisés, puisque maintenant, on peut leur demander de fournir les informations sur leurs clients. Et d'autant plus, alors en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, voilà, mais la France demande à tous ces ressortissants qui ont des comptes à l'étranger de les déclarer. Et quand vous avez un compte chez, prenons Swissborg, Celsius, etc., ce sont des comptes véritablement à l'étranger. Donc vous devez vous-même, entre guillemets, vous devez vous tirer une balle dans le pied et déclarer vos comptes à l'étranger, sans pour autant déclarer ce qu'il y a dessus, mais en tout cas dire que vous possédez ces comptes. En tout cas, ils sont considérés comme tels parce que c'est pas réellement des comptes à l'étranger, mais tous les comptes crypto, tous les exchanges en effet, donc les Binance, les Coinbase, tout ce type de comptes sont considérés comme des comptes à l'étranger. Tout à fait. Et donc il faut les déclarer. Si on les déclare pas, c'est jusqu'à 1 500 € d'amende à hauteur de maximum 10 comptes non déclarés. Donc si vous avez 20 comptes, dans tous les cas, vous paierez entre guillemets que pour 10, mais à un moment donné, ça fait quand même mal. Ça coûte cher. Voilà, gardez ça en tête quand même. Sachant que les informations là, juste une petite, elles sont valables à date du 29 mars 2021. Si vous écoutez ce podcast plus tard, oui, c'est vrai que ça peut changer. Potentiellement, ça aura changé. Voilà. Tout à fait. Est-ce que toi, tu as des questions ou est-ce que on t'a remonté des questions que tu as envie de... Non, moi principalement c'était la vraie différence entre qu'est-ce que la CeFi et la DeFi et qu'est-ce qui est le plus intéressant. Mais du coup, la différence et les différences, on les a plus ou moins listées. Pour la question qu'est-ce qui est le plus intéressant, c'est trop compliqué à répondre et ça dépend du profil d'investissement, de qu'est-ce qu'on a envie de faire, de l'horizon d'investissement. Est-ce que c'est pour poser des choses, des fonds qu'on a envie de sortir dans un mois ou c'est pour les laisser 3 ans dormir? Tout ça, c'est tout ça, c'est un peu trop complexe. Moi, j'aurais tendance à dire, à titre personnel, si moi, je veux déposer des fonds pour 5 ans, 6 ans, 7 ans et je ne regarde pas, c'est sûrement une erreur, mais je vais aller plus facilement sur de la CeFi parce que j'ai posé, je me pose pas de questions, je reste à regarder que ce service ne ferme pas ses portes. Parce que la DeFi, à mon sens, il y a quand même une notion de devoir suivre de manière beaucoup plus quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, mais en tout cas, c'est en tout cas à mon avis, et ça reste que mon ressenti perso, je n'irais pas poser une somme X pendant 10 ans sur la DeFi sans jamais regarder dessus ce qui se passe parce que ça implique un suivi, ça change beaucoup plus. Voilà, ça change quand même beaucoup plus souvent. Donc voilà, ça c'est peut-être le seul micro conseil qui n'en est pas vraiment un, mais en tout cas mon ressenti perso sur ça. Ok, écoute, je te remercie. Je pense que pour peut-être un premier tour, on pourra toujours en refaire un autre sur le sujet si le besoin se fait ressentir, mais je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments de réponse pour le sujet donc du coup de la CeFi. Ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là et que du coup on se retrouve lundi prochain. Et donc lundi prochain, même jour, même heure, et voilà. Et on parlera de DeFi cette fois-ci. Exactement. Tu fais bien de le préciser. Je pense que tu avais oublié cette partie-là. Si, j'y avais pensé, mais je voulais te laisser la parole. Parfait. Du coup, oui, c'est ça. L'idée, c'était, on a eu beaucoup de retours de questions sur différents CeFi et DeFi. L'idée, du coup, c'était de faire un premier épisode sur présentation de la CeFi, qualité, défaut, à notre avis, et puis de manière générale, pour introduire du coup la semaine prochaine la même chose en opposition, la DeFi, les projets existants, sur quel type de chain, et choses comme ça, principalement Ethereum, mais il y en a d'autres. Donc voilà. Donc on vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour ce nouvel épisode, en live également, du coup sur Telegram. Vous retrouvez tous les liens dans la description de l'épisode dans tous les cas. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser sur Telegram également, afin qu'on puisse y répondre plus spécifiquement sur l'épisode de la semaine prochaine. Pour pouvoir tout compiler. Parfait, super. Écoute, merci Johan, et puis à la semaine prochaine alors. Très bonne fin de journée. Ciao, bye. Salut.